Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 10 décembre 2022, dont voici le sommaire. L'association AC Génocide Canada qui lutte contre le génocide demande aux Nations Unies de traduire devant la justice les auteurs du génocide qui a été commis au Burundi depuis plus de 20 ans. À travers sa déclaration de ce 9 décembre, journée mondiale de la commémoration des victimes du génocide, l'AC Génocide Canada déplore la participation du pouvoir du CNDD-FDD dans la lutte contre les groupes rebelles qui ont commis le génocide, alors que lui-même a établi des accords avec ces groupes. Au sommaire également, le gouvernement burundais devrait traduire devant la justice tous les auteurs de la corruption et garantir aux institutions chargées de la lutte contre ce fléau le libre exercice dans leurs activités. Propos d'un expert économiste qui réagit à l'occasion de la journée internationale contre la corruption célébrée chaque 9 décembre. Enfin, le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la capacité à surmonter les chocs traumatiques affichés par 13 réfugiés burundais victimes de viols et de torture. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une femme a été tuée la nuit dernière sur la colline Bugendera Hejuru, zone Rusubije de la commune Ntega en province Kirundo. La victime a été assassinée frappée au niveau de la tête. Les auteurs sont jusqu'ici inconnus. Le point avec Inès Gakis. C'était vers 1h du matin quand Claudine Sibomana a été assassinée. Les assassins ont troué le mur et sont entrés dans sa chambre à coucher. Ces personnes non identifiées jusqu'ici l'ont tuée avec plusieurs coups d'objets lourds sur la tête. Selon les témoins, le corps de la victime était dans un banc de sang dans cette chambre. Depuis un certain temps, la victime, Claudine Sibomana, louait une chambre chez le chef du secteur Bugendera Hejuru 1, nommé Charles Gwasa. Elle venait de divorcer d'avec son mari, connu sous le nom de Gabriel Manirakiza. Les deux habitaient la colline Gwimbogo. Leur divorce avait été prononcé par la justice, qui a aussi tranché sur le partage des biens familiaux afin de permettre à la femme d'avoir de quoi faire vivre l'enfant issu de cette union. Claudine Sibomana est la troisième femme tuée en commune Ntega en l'espace de 6 jours. La première était une certaine Bernadette Nibigira de la colline Mwendo en zone Mugendo. Elle a été poignardée et le présumé assassin est son mari. La seconde femme a été tuée le 6 de ce mois. Moka Kanyenghole Catherine, une veuve de la colline Wamaliza. Celle-ci a été poignardée et puis achevée avec une hanche. Les assassins sont inconnus, mais 2 personnes ont été arrêtées pour raison d'enquête. La victime est la troisième femme tuée en commune Ntega en moins d'une semaine. Au chapitre des droits de l'homme, les bavures policières se remarquent encore. Ce vendredi, en mairie de Bujumbura, certains membres de ce corps ont sorti leurs griffes contre des femmes qui font le commerce ambulant pour la survie de leur famille. Ils ont violemment tabassé jusqu'à déchirer ses habits en public. Le point avec Eric Nyozima. Nous sommes le vendredi au quartier asiatique à mairie de Bujumbura. Une forêt de gens assiste une scène horrible. 2 personnes sont en train de séquestrer. L'un de 2 personnes était en tenue policière et AK-47 en bandoulière et l'autre était en tenue civile. Comme elle laisse voir les images amateurs qui circulent sur les réseaux, ces 2 gens se jetaient violemment sur cette femme et chacun tirait vers soi des chiens qui venaient de capturer une proie dans la forêt. Ces 2 personnes sont allées jusqu'à traîner par terre cette femme pour commencer à la piétiner par après. Regarde, il faut la tuer, il faut la tuer. Ces hommes étaient insensibles à ces cris de la population qui assistait impuissamment à cette scène. Ces 2 personnes ont continué à violer la femme jusqu'à déchirer ses habits. Les informations qui détaillent la RPA indiquent que cette femme trouve parmi les vendeurs ambulants qui ne font rien d'autre que chercher à faire vivre leur famille. Via son compte Twitter, le ministère de l'Intérieur a reconnu que toutes les personnes sont aux policiers et qu'ils étaient arrêtés.
Toujours au chapitre des droits de l'homme, et c'est malheureux que ceux qui sont censés protéger la population sont les mêmes qui la violentent. Réaction de Madame Anita Gateretse, coordinatrice des activités au sein de la CAT Burundi. Anita Gateretse demande que la justice et les services de sécurité rendent justice à la femme qui a dénoncé devant le Premier ministre en province de Kirundo les bourreaux qui ont tué son mari. Depuis, la femme du défunt reçoit des menaces et l'activiste des droits de l'homme demande également que sa sécurité soit assurée. Suivez. Nous avons entendu un cas d'assassinat d'un citoyen Kambayeko qui était rapatrié dans la province de Kirundo. Ce cas nous requalifie d'exécution extrajudiciaire commis par des administratifs. La veuve de Kambayeko a pris son courage à deux mains et s'est adressée au Premier ministre pour lui faire part des menaces qu'elle subissait. Le Premier ministre a demandé au gouverneur de faire le suivi pour que les menaces cessent. Ce qui est déplorable, c'est que les menaces se sont par contre accentuées, ce qui est grave pour un pays qui se dit respecter les droits de l'homme. Nous exhortons alors le bureau du Premier ministre de faire le suivi du dossier d'abord en veillant à la sécurité de la veuve, de la famille et de tous les proches, puis d'instruire le ministère de la Justice d'enquêter pour que les auteurs de ce crime soient punis conformément à la loi. Cela pourra tranquilliser la famille puisque à l'état actuel, la veuve et sa famille pourront prendre le chemin de l'exil, ce qui serait grave pour cette famille qui s'est dit qu'elle allait rentrer au pays pour vivre paisiblement. Donc, nous demandons à toutes les instances habilitées de suivre de près ce dossier pour que la justice soit faite. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, nous demandons que cette commission puisse faire le suivi du dossier, qu'elle puisse contacter, rencontrer toutes les instances habilitées pour que la sécurité de la dame, de la veuve soit assurée et que également la justice soit faite sur ce cas d'exécution extrajudiciaire. Les citoyens burundais, surtout les parents, devraient refuser d'être exploités en acceptant de conserver les armes dans leur maison qui ne cessent d'emporter des vies humaines. Réaction de la présidente du mouvement Inamahoro, des femmes et filles pour la paix et la sécurité. C'est après qu'un enfant de 13 ans ait été victime d'une explosion d'une grenade avec laquelle il jouait avec ses amis mardi de cette semaine en commune Kayogoro de la province de Makamba. Marie-Louise Barichako demande aux autorités burundaises de cesser de distribuer des armes dans le pays et de privilégier plutôt la voie pacifique dans la résolution de la crise. Des armes qui se retournent contre nos enfants. Il n'y a pas un parent qui n'a pas été consterné et profondément attristé par la mort de cet enfant de 13 ans de la commune Kayogoro, victime de l'explosion d'une grenade avec laquelle il jouait avec ses amis. L'arme prise pour jouer était conservée dans la maison paternelle et les enfants ignoraient tout du danger qu'elle représente. Nous compatissons et partageons l'image indicible douleur des parents. Que ce malheur serve de leçon à nous tous Burundais et Burundaises. Refusons d'être des canaux de la mort en acceptant de recevoir et surtout de garder dans nos maisons des armes. Le jour où elles se retournent contre nous et les nôtres, nous n'avons que nos yeux pour pleurer, sans personne qui puisse compatir à notre douleur. Nous lançons un appel à ces responsables qui distribuent des armes aux citoyens. Même si ces armes n'emportent pas les leurs, ce sont les enfants de Burundi qui périssent. Qu'ils se souviennent qu'ils sont aussi des parents. Que la douleur de perdre un enfant est ressentie de la même manière par tous les parents et que souvent le malheur est comme un boomerang qui revient toujours à l'expéditeur. Privilégier la voie pacifique dans la résolution de nos crises et ne poussez pas les citoyens à des aventures suicidaires. Que nos chers enfants ne soient plus des martyrs à l'autel d'une paix qui ne s'acquiert jamais à ce prix. C'était Marie-Louise Barichako, activiste des droits de l'homme. L'association AC Génocide Canada qui lutte contre le génocide rappelle aux Nations Unies que c'est déplorable de voir que cela fait plus de 20 ans que les auteurs du génocide au Burundi n'ont pas encore comparu devant la justice. À travers une déclaration de ce 9 décembre, Journée mondiale de commémoration des victimes du génocide,
AC Génocide Canada fait savoir que le pouvoir du CNDD-FDD ne méritait pas d'aider les autres pays à lutter contre les groupes rebelles qui ont commis le génocide, alors que lui-même a établi des accords avec ces groupes. Suivez plutôt Emmanuel Nkurunziza, le président de l'AC Génocide Canada. L'objectif de notre déclaration était d'abord de remettre les Nations Unies, en commençant par le bureau spécial chargé de la prévention du génocide, donc de les remettre devant leurs responsabilités, en rappelant que, comme ils viennent de reconnaître que en République démocratique du Congo, tout ce que le pays vient de connaître comme trouble pendant plus de 20 ans émane de ce que on a laissé impunis les génocidaires responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda se rassembler, se regrouper et regagner de la force par le manteau du FDLR. Eh bien, il n'est pas normal qu'en laissant impunis un groupe pareil, on espère atteindre la paix. Nous avons surtout rappelé à l'occasion que en 1995, au 22 mai pour être précis, dans la ville de Bukavu, le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir de façon tout à fait indue. Et bien donc à cette date, le CNDD-FDD a signé des accords de coopération avec les ex-FARC, qui deviendront plus tard les FDLR, que les Nations Unies sont en train de condamner et de démanteler aujourd'hui, et que de ce fait, il est aberrant de condamner, de chercher au démantèlement, de demander le démantèlement et l'interdiction des FDLR d'une part, tout en laissant au pouvoir de façon tout à fait impunie le CNDD-FDD au Burundi et d'autre part. Et nous avons, ce faisant, rappelé que, alors que au Burundi, le CNDD-FDD jouit d'une impunité de fait par fait qu'il est aux commandes de la nation burundaise depuis maintenant près de 20 ans, eh bien, il grandit d'arrogance en arrogance. Le président de l'AC Génocide Canada demande aux Nations Unies d'arrêter tous ceux qui ont fait le génocide au Burundi, car, dit-il, ceux qui ont commis le génocide ne peuvent pas continuer à gouverner le pays. Encore une fois, Emmanuel Nkurunziza. Nous avons profité de l'occasion pour rappeler les interdictions que le pouvoir CNDD-FDD a faites depuis son arrivée, c'est-à-dire d'abord refuser l'interdiction d'organisation œuvrant pour la mémoire des victimes du génocide visant les Tutsis, de mettre les lieux de mémoire dans les appellations officielles. Nous avons également profité de l'occasion pour rappeler la demande on ne peut plus cynique du ministère de l'Intérieur au mois d'octobre 2022 quand les organisations œuvrant pour la préservation de la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis au Burundi se sont vus invités à aller déposer une gerbe de fleurs au monument de Melchior Ndadaye, alors qu'il est connu de tous que c'était un des dirigeants fondateurs de l'organisation Frodebo. Nous avons également profité de l'occasion pour demander au secrétariat des Nations Unies, au bureau spécial chargé de la prévention du crime de génocide, de constater donc cette contradiction et de ce fait de prendre des mesures urgentes pour que la négation en cours du génocide contre les Tutsis, qui est savamment entretenue et de façon soutenue par la CVR, sous prétexte de redresser le tort causé à la composante autour de la nation, cesse. Eh bien, il est judicieux de rappeler qu'aux Nations Unies, plutôt les Nations Unies fonctionnent sur base des apports des États. Et du moment donc que nous sommes tous au courant qu'au Burundi, c'est une organisation qui a perpétré le génocide contre les Tutsis et que de ce fait, on ne peut pas s'attendre à ce que le pouvoir CNDD-FDD intervienne aux Nations Unies pour demander sa propre condamnation. Il nous appartient, nous, acteurs activistes anti-génocide, de faire la lumière d'abord, d'informer de cette pression auprès des gouvernements influents pour que le Burundi ne soit pas un cas atypique. Et de ce fait, nous nous attendons à ce que, d'ici quelques temps, le monde comprenne enfin que les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'entretien, le maintien en impunité d'une organisation, fut-elle au pouvoir, finit par produire des effets inescomptés. C'était Emmanuel Nkurunziza, président de l'AC Génocide Canada. Toujours en page justice, Maître Tony Germain-Hina, dont la Cour suprême vient d'annuler la condamnation, est détenu dans la prison centrale d'Ongozi depuis plus de 2 ans. Il a été accusé de collaborer avec les groupes rebelles qui ont attaqué le Burundi. Des accusations qui ont été rejetées par différentes organisations des défenseurs des droits de l'homme
qui ont plutôt demandé à maintes reprises sa libération immédiate. Les détails avec Josiane Mouzanez. Maître Tony Germain-Guina a été arrêté le 13 octobre 2020 en commune Kabarore de la province Kayanza au moment où il rendait visite à un client pour le conseiller dans un dossier foncier. À son arrestation, il a été d'abord conduit au cachot du service national de renseignement de Kayanza, puis emmené au cachot de la police de Kayanza avant d'être transféré le 16 octobre à la prison centrale d'Ngodzi. Au parquet de Kayanza, Tony Germain-Guina a été accusé de collaboration avec le groupe armé Red Tabara, mais le jugement a été rendu 8 mois après sa détention. C'est en effet le 15 juin 2021 que le tribunal de grande instance de Kayanza l'a déclaré coupable d'atteinte à l'intégrité du territoire national et l'a ainsi condamné à 5 ans de prison ferme et à payer une amende d'1 million de francs burundais. Après cela, en date du 16 juillet 2021, Maître Guina a interjeté appel auprès de la cour d'appel d'Ngodzi. Malgré qu'il n'y a pas eu de témoin à charge, cela n'a pas empêché que le 29 septembre 2021, cette même cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kayanza. Maître Germain Guina a ensuite fait recours à la Cour suprême vers fin novembre 2021. Toutefois, le parquet général a présenté les mêmes allégations à son encontre alors qu'il n'a apporté aucune preuve pour les justifier, ce qui a été condamné par plusieurs organisations de défense des droits humains. Ces dernières n'ont pas cessé de démontrer que son procès a été émaillé de plusieurs irrégularités et que Germain Guina n'est victime que d'avoir travaillé pour la PRODH en tant que défenseur des droits de l'homme, une organisation qui a été suspendue par le gouvernement de Gitega depuis 2015. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Ce que le peuple burundais veut, ce n'est pas le discours du président de la République dénonçant la corruption, mais plutôt ils attendent que le président traduise devant la justice les auteurs de la corruption. Propos d'André Nikwigizé, expert en économie. S'exprimant dans le cadre de la Journée internationale contre la corruption célébrée chaque 9 décembre, l'expert économiste souligne que plusieurs rapports tant nationaux qu'internationaux montrent que la corruption occupe une place de très haut niveau au Burundi. Suivez plutôt André Nikwigizé. C'est une honte pour un pays comme le Burundi, le pays le plus pauvre du monde, où plus de 80% de la population se trouve dans l'extrême pauvreté, avec une insécurité alimentaire criante et des systèmes publics complètement délabrés, pendant qu'une poignée de personnes disposent des richesses extraordinaires, reflétées dans leurs comptes bancaires, des buildings immenses et même une thésaurisation dans leurs maisons ou des comptes à l'étranger. Et paradoxalement, toute la population burundaise est consciente du niveau alarmant de corruption. Et que ce soit le chef de l'État, le vice-président, le premier ministre, les ministres, les magistrats, les officiers supérieurs et même les simples citoyens, tout le monde connaît pertinemment qui sont les responsables de la corruption et où va l'argent de l'État. Personne, y compris le chef de l'État lui-même, ne se hasarde à prendre les actions nécessaires pour arrêter les coupables, les traduire en justice et récupérer les ressources dilapidées. Alors cela veut dire que aujourd'hui, les discours de dénonciation de la corruption, le peuple burundais l'entend depuis plus de 15 ans. Ce que le peuple burundais attend, ce sont des actions. Ce que le peuple burundais attend, c'est que le président de la République, qui connaît bien les acteurs de cette corruption, puisse les arrêter, les traduire devant la justice et récupérer les ressources dilapidées pour les consacrer au projet de développement, pour les consacrer au projet de réduction de la pauvreté. André Nikwigizé demande au gouvernement de garantir aux institutions chargées de la lutte contre la corruption le libre exercice dans leurs activités pour qu'il n'y ait plus d'ingérence des autorités du pays. Encore une fois, André Nikwigizé. Des rapports ont été publiés. Des rapports ont été soumis à l'État sur l'état de la corruption au Burundi. Mais ce qui manque, ce sont les actions. Ce qui manque, c'est qu'on mette en place ces institutions qui ont été créées, qu'on leur donne les moyens nécessaires et qu'on leur accorde, qu'on leur garantisse le libre exercice de leurs actions, de leurs activités, et qu'on puisse interdire aux hommes politiques, aux responsables politiques, aux responsables du parti au pouvoir, aux responsables de l'armée, de la police, on puisse leur interdire
l'interférence dans les actions de ces institutions de lutte contre la pauvreté. Et comme ça, beaucoup de ressources seront récupérées, beaucoup de ressources pourront être consacrées réellement au développement de notre économie, à la réduction de la pauvreté. Toujours au chapitre gouvernance, des difficultés d'obtention des cartes d'identité sont signalées par certains habitants de la commune de Kayogoro. Ces derniers demandent que ce problème, qui selon eux n'est pas récent, soit résolu. Prise de détail avec Elodie Diveremesh. En commune Kayogoro, avoir accès à une carte d'identité relève du parcours du combattant. Certains habitants qui se sont confiés à la RPA font savoir que la raison serait que depuis la destitution de l'ancien administrateur en date du 4 novembre dernier, il n'a toujours pas été remplacé. Il y a plusieurs personnes qui cherchent des cartes d'identité mais qui ne sont pas servies. Quand elles se rendent à la commune, le secrétaire permanent qui assure l'intérim leur répond qu'elles doivent attendre la nomination de nouvel administrateur car lui seul est habilité à signer sur ces cartes. Pour ces habitants, cela n'est qu'un prétexte vu que ce problème existait déjà sous le règne de l'administrateur Antoine Ndairagidje. Et cette population doit s'indigner que cette situation perdure alors qu'elle leur fait dépenser énormément d'argent. Celui qui a une urgence qui nécessite la détention d'une carte d'identité doit se rendre au bureau provincial de Makamba pour en faire la demande. Mais cela demande beaucoup de moyens. Le transport pour le trajet Kayogoro-Makamba est à 3 000 francs burundais. Et si on fait l'aller-retour, vous comprenez qu'au total on paye 6 000 francs, sans oublier aussi le temps perdu. La rédaction de la RPA a voulu savoir où se situe exactement le blocage. Certains agents communaux qui se sont confiés à la RPA nous ont fait savoir que la délivrance des cartes nationales d'identité n'entre pas dans les prérogatives de Jean Bosco Atungimana, secrétaire exécutif permanent de la commune Kayogoro, qui assure pour le moment l'intérim. Nous avons également contacté Madame Françoise Ngodirazanye, gouverneure de la province Makamba, mais cette dernière, une fois les présentations faites, nous a raccroché au nez. Merci à toi aussi, Elodie Diveremecha. Après une courte pause, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la capacité à surmonter les chocs traumatiques affichés par 13 réfugiés burundais victimes de viols et de torture. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongé. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des crimes de viol et de torture ont été commis par les forces de l'ordre de Burundi et la milice Imbonerakure au cours de la crise survenue en 2015, selon les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Certaines victimes ont été échappées à la mort et ont pris le chemin de l'exil, principalement vers les pays voisins. Parmi celles qui se trouvent au Rwanda, il y en a qui ont eu la chance d'avoir des organisations qui les offrent un soutien moral et matériel. Par exemple, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi accompagne psychologiquement 13 réfugiés victimes de viols et de torture et réformes en couture. Est-ce que ce genre d'accompagnement est-il à mesure d'aider ces personnes vulnérables à se remettre de leur traumatisme? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 10 décembre 2022. Bonfils Nyongere est à la présentation. Bienvenue. Ce vendredi 9 décembre 2022, 13 réfugiés burundais ont reçu des certificats en couture. Tous les 13 sont victimes soit de torture, soit de violences sexuelles. Ils sont remis de leur angoisse post-traumatique après cette formation. Ils l'ont confié à nos confrères de la radio Inzamba. J'étais désespérée. À Kigali, je menais une vie difficile. J'étais seule et isolée. Mais le mouvement des femmes nous a rassemblés. Il a été une famille pour nous. Mes camarades sont aussi ma famille. Comme des femmes qui ont subi des violences, on a eu la chance de suivre des traitements psychologiques. On a été soulagés. Au départ, je faisais des cauchemars. Je pensais à ce qui m'était arrivé. Mais aujourd'hui, je me sens bien, je suis épanouie. Pour le moment, je sais faire la couture. Je ne peux plus aller faire coudre mon habit ou celui de mon enfant à quelqu'un d'autre.
Avant d'intégrer mes amis de la communauté, j'étais isolée. Mais après avoir démarré cette formation, j'ai découvert en moi un potentiel. Il y a des réfugiés qui n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, je travaille comme un réfugié qui n'oublie pas d'où il est venu. Je suis content d'avoir aujourd'hui un métier qui pourra aussi servir à d'autres. Le plus important, c'est de s'accepter et d'accepter sa vie. Ce qui tue les gens, c'est rester dans l'isolement. Nous avons suivi cette formation dans une bonne ambiance. Le formateur nous mettait à l'aise parce qu'il savait bien qu'on a rencontré des problèmes. On a eu la chance d'avoir près de nous un psychologue. Pour le moment, je suis un homme fort. Je sais que je suis capable de faire un métier et je peux tracer le chemin de mon avenir. Je dois donc cette confidence à cette formation. Vous avez vu ce qu'on a accompli, des habits qu'on a cousus. Les habits que nous portons aujourd'hui dans ma famille, c'est mon œuvre. Capter l'attention des personnes victimes de violences atroces pour pouvoir les former n'était pas tâche facile selon Séraphine Nisaboué, coordinatrice de ce projet au sein du mouvement Femmes et Filles pour la paix et la sécurité. Ce n'était pas du tout facile parce que les gens qui ont été torturés, les gens qui ont subi des viols, c'est pas du tout facile. Parce que quand on était en train de parler avec eux, des fois ils se sont sentis blessés, ils ont pleuré, et ce n'était pas facile, mais au fil des jours, ils ont accepté, ils ont fini par accepter ce qu'ils ont touché. On a utilisé l'empathie, on s'est mis en place, on s'est mis dans leur place pour essayer de les comprendre et essayer de les guider et de les orienter. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité continuera d'accompagner les bénéficiaires de cette formation jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, selon sa directrice exécutive Jeanne d'Arc Zanignan. Dans ce projet, on a aussi songé à les faire munir d'un kit de démarrage pour ceux qui vont faire de la couture. On a la chance que 7 d'entre eux, ils se sont regroupés en atelier. Donc on a essayé de les fournir des outils comme des machines, comme tout ce qui est nécessaire pour le commencement, et surtout concernant le loyer. Vous savez très bien que c'est très difficile. Ils viennent juste de terminer, mais ils ont encore un long chemin à faire. On a songé effectivement à leur offrir un loyer pour 4 mois et tout ce qui va avec pour commencer à travailler et ainsi ne pas avoir ce poids du loyer ou de tout ce qui est électricité sur eux, mais aussi de pouvoir travailler sans se soucier de ça. Le mouvement Femmes et Filles pour la paix et la sécurité au Burundi indique qu'il compte continuer ce travail d'accompagner les réfugiés victimes de viols et tortures, même l'année prochaine, pour parvenir à la réintégration psychosociale. Ce mouvement interpelle toute âme sensible de penser à faire sa part pour aider ces personnes victimes de graves violences, car leur traumatisme est surmontable si elles reçoivent du soutien adéquat. C'est ainsi que prend fin l'émission au cœur de la société d'aujourd'hui. Bonfils Nyongere était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Bonfils Nyongere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimavit. Bon week-end à tous.